Saluto a tutti e ringraziamo di ritrovarci dopo tant tagliatura per via di l'épidémie et raour. Alors c'est donc avec plaisir que nous accueillons nos confrères Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Dilorme Padovan de Corse Matin. Bonsoir à vous Dilorme. Bonsoir. Et Gabriel Xavier Couillot, toujours écrivain de son état. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Et merci de votre présence. Alors c'est donc un club de la presse, vous l'avez compris, qui inaugure cette année 2022 avec une actualité qui va être en grande partie consacrée à l'élection présidentielle, même si pour l'heure en Corse, en tout cas, on ne sent pas un intérêt manifeste. Alors, les choses depuis quelques années ont tout de même changé. Auparavant, l'élection présidentielle était l'élection où l'abstention était la plus élevée dans l'île. Depuis une quinzaine d'années, c'est un mouvement inverse qui s'est produit, même si la Corse détient la palme de l'abstention pour ce type d'élection. Comment ça s'explique, dit Lormeau ? Ça s'explique... c'est le changement du corps électoral, c'est un intérêt plus manifeste pour l'élection phare, plutôt que pour une territoriale. On a observé pas mal de changements ces dernières années, tout en ayant conscience qu'il y a une grande différence de toute façon entre les élections. Maintenant, cet intérêt aujourd'hui pour la présidentielle, il a toujours existé. Hein, ça a toujours été une élection, parmi les élections majeures. Maintenant, le fait d'être sur une... Je pense que là aussi, étant donné que tout est en mouvement et que tout est en train de changer, on voit bien, hein, avec les différents partis, avec les différents candidats que nous avons justement devant nous, il y a peut-être un intérêt aujourd'hui qui est davantage porté sur avec des individualités comme Éric Zemmour qui aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, qui clive énormément. Peut-être que ça participe aussi, heureusement ou malheureusement, à l'intérêt justement de cette présidentielle. L'évolution démographique, ça explique aussi Ça peut expliquer, parce qu'il y a quand même, depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de continentaux qui s'installent en Corse. Et je pense que c'est des jeunes, en plus des jeunes couples, qui donc ont une vision d'élection présidentielle qui est autre. Et d'autre part, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que les gens choisissent leurs candidats dans les autres élections. Et par contre, au présidentiel, ils expriment une humeur. Et une humeur qui est souvent de droite en Corse, hein, parce que, je veux dire... Alors en plus, moi je crois qu'il y a aussi le fait qu'actuellement, les cartes sont très brouillées de partout, hein, et que peut-être que la présidentielle est une manière aussi de montrer un attachement à la France. Hein. Patrick, juste un mot, juste pour votre gouverne. La moyenne de l'abstention aux élections présidentielles, si on prend les 4 dernières, était à 30,8%. Aux élections territoriales, les 5 dernières, disons, elle était à 39,2%. Il y a quand même une différence de 9 points. Donc on participe davantage à la présidentielle qu'au territorial. Alors on a l'impression que la dernière fois, il y a eu plus d'abstention. Il y a eu une très belle participation aux dernières territoriales, surtout si l'on compare aux autres régions françaises. Ça, il faut le dire. Hein. Là, on est à 20 points supérieurs chez nous. Mais moi, cette participation à cette élection présidentielle, qui est l'élection matrice, c'est que les problèmes des Corses sont les problèmes, à part certaines particularités, c'est toujours les mêmes problèmes. La première préoccupation, et on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et là, qui peut répondre à cette problématique si ce n'est le président de la République ? Voilà, donc, et puis, autre facteur qui fait que cette élection est très suivie également en Corse, c'est que H24, dans les médias, on nous parle de ça. Donc forcément, on suit parce qu'on regarde le même programme télé. Malgré notre spécificité culturelle et notre identité qui est indéniable, on a les mêmes problèmes et on suit les mêmes programmes de télé ou de radio. Hein. Sachant, là aussi, il y a une confusion sur le thème de la sécurité. La sécurité est un thème qui est devenu aujourd'hui majeur sur le continent. Il Absolument. peut y avoir deux grilles de lecture concernant l'identité. Sur la sécurité, c'est devenu un thème majeur aujourd'hui sur le continent. La sécurité en Corse est un thème majeur aussi, mais qui n'a rien à voir avec les préoccupations continentales. C'est un thème majeur sur la sécurité, sur les groupes mafieux et sur notamment Éric Zemmour ou Marine Le Pen n'a rien à voir avec l'identité défendue ici. Enfin, je pense qu'il ne faut quand même pas négliger une chose, c'est que plus il y a la mondialisation s'accentue, et plus la Corse est relativisée par rapport à la France. Ça veut dire que on a le sentiment que franchement la Corse n'est plus tellement un grand problème pour l'État centralisé, et donc plus les Corses... C'est plus un problème politique aujourd'hui. Oui.
Mais non, mais plus les Corses vont avoir besoin de se rappeler. C'est le calme plat. Parce qu'on s'y désintéresse surtout. Justement, à ce problème. Le problème est, aujourd'hui, la Corse devient moins un problème pour le pouvoir centralisé parce que, justement, la Corse n'existe plus aujourd'hui pour le pouvoir centralisé. On est aussi en train de changer de période. Avant, on était très marqué, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand même, par le problème du colonialisme. Donc, il y avait cette espèce de lien affectif qui était d'ailleurs un lien qui allait dans les deux sens. Aujourd'hui, je pense que les Corses ont besoin de se sentir attachés à une puissance tutélaire, si j'ose dire, alors qu'avant, quand la puissance tutélaire s'intéressait à la Corse, c'était quelque chose qui était plus distendu. Un mot sur le vote corse. Marine Le Pen, qui était candidate, qui était arrivée en tête en 2017. Il y avait Fillon en seconde position. La première fois qu'un candidat de droite n'arrive pas en tête en Corse. Et Macron qui était loin derrière avec 18% aujourd'hui. L'écart pourrait encore s'accentuer, vous pensez, Patrick ? Moi, je pense que la droite arrivera encore en tête cette fois-ci. Mais après, la droite ou l'extrême droite ? Voilà, tant savoir la droite, l'extrême droite, ça, je ne peux pas dire. Je sais que Pécresse peut arriver en tête en Corse le candidat de droite, enfin la candidate en l'occurrence, Valérie Pécresse, est avantagée cette fois-ci parce que l'extrême droite est divisée. Donc je pense que Zemmour fera une belle élection, Marine Le Pen fera une belle élection, ce qui est le cas depuis plusieurs présidentielles. Avant elle, son père ont toujours fait des belles élections ici. Mais effectivement, sociologiquement, Gabriel a raison de le souligner, la Corse a toujours voté à droite. Je ne vois pas pourquoi ça changerait cette fois-ci. Et Yannick Jadot a beau proposer l'autonomie, il pourrait proposer l'indépendance. Je pense qu'il n'arrivera pas dans le tiercé de tête. Toujours voté à droite, sauf qu'effectivement, aux dernières présidentielles, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. L'extrême droite. Non, mais là, le signal n'est pas le même. Le problème, c'est que Marine Le Pen plus Zemmour risque de faire plus de 50% en Corse. Et ça veut dire que là, le signal, il n'est pas bon du tout. Hein. Plus de 50%, ce serait extraordinaire quand même. La dernière fois, elle est arrivée à 47. Non, deuxième tour à 47. Non, mais je parle du premier tour. On parle du premier tour. Selon l'homme, Marine Le Pen et Zemmour. Les deux en même temps, moi, je crains franchement que le Zemmour plus Le Pen, ça fasse énormément. Hein. Oui, mais pas pour le premier tour, effectivement, Éric Zemmour en Corse a l'air de bien imprimer. Voilà. Et La République En Marche ? Comment vous voyez Est-elle toujours en marche A-t-elle déjà été en marche ici, elle n'existe pas, mais Macron, disons. La République En Marche a reçu le soutien cette semaine de Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, donc la première ville d'Ajaccio. Macron a eu le soutien, pas La République En Marche. Oui. Bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Horizon, si vous préférez, dans ces cas-là. Voilà. Mais bon, je ne sais pas. Je ne pense pas que Macron avait terminé en troisième position la dernière fois. Je pense qu'il pourrait terminer un peu plus loin encore. Il y a une déception des Corses par rapport à Macron. Mais surtout avec la présence des deux candidats d'extrême droite. Il pourrait terminer quatrième. Fondamentalement, les Corses sont des bonapartistes au sens marxiste du terme. Hein. C'est-à-dire des gens qui ont besoin du roi qui est au-dessus de la mêlée et qui décide et tout ça. Là, il y en a un, non Zemmour. Non, Macron. Non, Macron, justement. Justement, c'est que Macron, il a une image qui est... il a réussi un coup formidable qui était celui dont rêvait Le Canuet, dont rêvait Bayrou, c'est-à-dire de gouverner au centre, si j'ose dire. Mais en même temps, ça efface complètement sa lisibilité. C'est-à-dire que quand on regarde Macron, on ne sait pas tellement bien ce qu'il est. Il fait jeune homme bien sur sa personne. Je trouve qu'il a une gestion qui est moins délétère que ce qu'on en dit. Mais en même temps, on n'arrive pas à être tellement cerné. Et je pense qu'en Corse, traditionnellement, on a besoin d'avoir un homme fort. C'est ce qu'avait essayé de faire Sarkozy aussi, à son époque. On en vient au programme. Dans la Corse, dans les programmes, alors il y a Mélenchon qui l'a intégré dans l'article 74, c'est dans le chapitre 20 de son document. Enfin, Le Pen devrait également faire des annonces lors de sa venue, c'est ce que nous dit son SAF. Alors pour les autres, on attend évidemment l'apparition de leur document de campagne. Yannick Jadot, lui, était en Corse en début de semaine. Il était accompagné par le député François Alphonse, député Europe Écologie Les Verts. Il a rencontré Gilles Siméon à Bastia et il s'est exprimé donc le 31 janvier. On l'écoute. Nous sommes d'accord évidemment sur le rapprochement des prisonniers, je l'ai déjà dit, il faut que le droit s'applique. Nous sommes d'accord sur la perspective d'autonomie énergétique, qui est un enjeu environnemental essentiel, absolument essentiel pour la Corse. Nous sommes d'accord sur aussi le fait qu'il va falloir discuter des nouvelles compétences des régions en général, de la collectivité de Corse en particulier. Patrick,
Jadot est d'accord sur tout, mais ça mange pas de pain. Bon, voilà, ça mange pas trop de pain. Il a peu de chances d'être élu. Enfin, plus sérieusement, c'est plus facile pour Yannick Jadot de promettre l'autonomie que pour Valérie Pécresse. On l'a dit hier, qui est beaucoup plus prudente parce que bon. Elle a quand même des chances de l'emporter. Et ensuite, mettre en route une autonomie, c'est assez compliqué. Il faut une révision constitutionnelle, il faut une majorité qualifiée, et il y a d'autres priorités. Surtout, sur le reste du territoire, y compris en Corse, c'est ce qu'a dit Valérie Pécresse. Hein. On va en parler dans 2 minutes. Juste un mot, on a l'impression qu'à travers les programmes, même si c'est même les déclarations des candidats, on a l'impression que la Corse, qui était complètement absente depuis les 2 précédentes élections présidentielles, elle commence à revenir dans le débat national, mais bon, de façon très timide. Alors, elle ne revient pas dans le débat national, mais elle revient dans la bouche des candidats qui arrivent ici. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Mais bon, Mélenchon, il l'a intégré dans son programme. C'est très différent. Oui, mais il a intégré dans son programme. Il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé. Je pense que dans son méga-meeting le dernier, il n'a pas parlé de la Corse pendant 2 heures. Et puis surtout, qu'est-ce que encore une fois, ça ne mange pas de pain. On arrive ici, on balance quelques friandises pour dire bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelques verroteries. Et puis ensuite, on essaye de récolter finalement d'en récolter les fruits. Non. Bon, Yannick Jadot, il y a rien de surprenant à ce que Yannick Jadot soit sur cette. Là, pour le coup, on ne peut pas le taxer d'électoralisme. C'est quelque chose qui a toujours défendu. Voilà, rien de surprenant. Rien de surprenant, non. Alors plus surprenant peut-être concernant Mélenchon, puisqu'il a été... Il n'avait pas la même position il y a quelques années. Exactement. On était très c'est un Jacobin assumé. Hein. Absolument. Et en revanche, Valérie Pécresse, qui ne fait pas un rétropédalage, hein, mais en tout cas, on va en parler. Moi, bon, d'abord, ils vont tous, enfin, si j'ose dire, à la gamelle, c'est à la pêche aux voix. Mais surtout, après les présidentielles, il va y avoir les législatives. Et là, ça peut très bien se jouer à quelques voix près. Donc, parce que ça va être très compliqué, parce que il y a toutes les chances que LRM ne fasse pas le même score qu'ils ont fait la dernière fois. Vous pensez qu'ils vont faire pire ? Parce que là, pire, je ne sais pas dans quel sens il faut le voir. Non, je pense qu'ils vont avoir beaucoup moins de députés. Il y en a plein qui vont se ramasser. Au plan national. Au plan national, oui. Au plan national. Oui, parce que ici, et que donc, chaque voix va compter. Et que donc ils ont intérêt, puisque en effet ça ne mange pas de pain de faire des promesses et des trucs comme ça. Quand Valérie Pécresse dit « je suis pour l'autonomie républicaine », d'abord on est en République, donc je ne vois pas comment l'autonomie pourrait être autre chose que républicaine. Puis en plus c'est vraiment une espèce de logomachie comme ça qui veut strictement rien dire. C'est comme ce gimmick de dire une autonomie au sein de la République. Oui. Ça prouve qu'ils ont vraiment... C'est un pléonasme. Et surtout, je ferai remarquer... Très étrange de c'est un pléonasme considérable. C'est l'indépendance. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est pour l'autonomie, tout le monde. Hein. Même Roussel va dire qu'il est pour l'autonomie, sauf que personne ne dit ce qu'il y a derrière l'autonomie. Alors, plus grave, Gabriel, je suis d'accord avec vous, c'est que même ici, on ne dit pas ce qu'on mettra dans l'autonomie. Oui, même ici. Bon, au niveau national, que Valérie Pécresse, que pour certaines personnes, c'est une notion un peu floue, un peu gazeuse. Je le comprends, on ne veut pas rentrer, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Mais ici en Corse, on devrait commencer à préciser le projet d'autonomie. Qu'est-ce qu'on y met ? On y met apparemment la langue, le foncier, la fiscalité. Est-ce qu'on y met l'urbanisme ? Est-ce qu'on s'affranchit de la loi littorale ? Non, il y a certaines lois, est-ce qu'on s'affranchit de ces lois ? Encore une fois, Patrick. La seule différence, l'autonomie, la clarté, c'est le pouvoir législatif et réglementaire. Bien sûr. C'est pas autre chose. Vous l'avez ou vous l'avez pas. Si vous l'avez pas, c'est pas de l'autonomie. C'est la seule définition qui vaille de l'autonomie. Mais encore une fois, là où on veut voir du flou sur l'autonomie, c'est parce qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie d'entrer dans les détails. Parce qu'il suffit de regarder, il suffit d'ouvrir une carte de la Méditerranée et de regarder toutes les grandes îles qui sont soit indépendantes, soit autonomes. Un statut proche de celui de la Sardaigne, il est très simple de s'y pencher et de l'étudier. Alors en avance, je sais que vous êtes impatient de parler de Valérie Pécresse. Alors elle était là jeudi, une visite rapide, après un séjour sur le Charles de Gaulle. Elle a visité la Corse, est arrivée à Ajaccio où l'avant-veille, Laurent Marcangeli s'était prononcé pour Emmanuel Macron. Elle a rencontré elle aussi Gilles Siméone et on écoute sa réaction à l'issue de l'entretien. En tout cas, un pouvoir réglementaire donné aux régions, ça ne me choquerait pas.
et ça ne me choquerait pas de le donner à toutes les régions de France qui le souhaiteraient. Parce que je pense qu'il faut avoir la possibilité d'adapter les règlements. Ensuite, on verra quelle sera la différenciation, la part de différenciation en Corse. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait un pouvoir réglementaire conféré aux régions dans le cadre des grandes lois de décentralisation que je veux porter. Non, j'ai quelques lignes rouges, vous les connaissez. La co-officialité de la langue corse, ça n'est pas possible pour moi. Ce serait une atteinte à une nation, une indivisible. Le statut de résident, là aussi, ça porterait atteinte pour moi à l'indivisibilité de la nation. En revanche, sur la question des langues régionales, comme tous les présidents de région, je suis très attachée à la diffusion de ces langues régionales, à leur enseignement, parce que c'est nos racines, parce que c'est nos terroirs, parce que c'est nos territoires. Et je crois qu'on doit pouvoir vraiment se doter d'un enseignement qui permette la transmission de ces langues régionales. Votre réaction, Gabriel? Alors, je présume que Valérie Pécresse n'a jamais été dans un parti au pouvoir pour faire des propositions comme ça. Il m'a semblé qu'elle avait été ministre de Sarkozy et qu'à l'époque, elle aurait pu déjà défendre ça. Bon, maintenant, ce qu'elle raconte, c'est complètement contradictoire de l'un avec l'autre. Elle est pour l'enseignement des langues régionales. Bon, c'est déjà fait. Donc, son grand-père parlait corse. Ah oui. Alors en plus, c'est une vieille dame, puisque, comme vous l'avez fait remarquer, son grand-père serait Gaudin, qui est mort en 1920. En 1920, donc elle doit être assez âgée. Enfin bon, elle dit ça pour se réclamer de racines corses, comme si ça avait un quelconque intérêt. Non, franchement, je trouve qu'entendre d'ailleurs des gens de droite comme de gauche qui ont été au pouvoir sous Hollande ou sous Sarkozy expliquer que demain ils vont raser gratis et vont faire tout ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a pas forcément de contradiction parce qu'elle ne propose rien. Ah oui, le pouvoir réglementaire qu'elle propose, on l'a en partie déjà. C'est ça. Oui, c'est vrai, oui. Les langues régionales, on les a déjà. La ligne rouge, le statut de résident, la co-officialité. Ça date d'il y a 7 ou 8 ans, hein, ça a toujours été le cas. Hein, elle ne rase absolument pas gratis. Hein. C'est-à-dire elle ne rase absolument pas gratis. Et concernant le rapprochement des prisonniers politiques, enfin des 3 membres du commando Erignac encore incarcérés, elle dit, moi je ne me mêle pas de la justice, donc elle ne se prononce pas. Mais bon, il a quand même dit hier soir, elle a quand même précisé qu'elle était pour que les prisonniers n'aient pas plus de droits, mais n'en aient pas moins. Voilà. Alors, c'est bien simple. On va résumer. Ça éclaire le débat. On va résumer ce qu'a annoncé Valérie Pécresse. Il n'y aura rien de plus que ce qu'il y a maintenant. Strictement rien. Donc vous dites que Pécresse, c'est Macron féminin. Mais bien sûr, mais il n'y aura strictement rien de plus. En attendant les propositions de Macron, parce qu'on ne les connaît pas. Oui. Bien sûr. Vous me parlez d'autonomie. Je suis pour plus de pouvoir aux régions. C'est déjà le cas. Moins de verticalité. Moins de verticalité. En termes de discours creux, je pense qu'on a rarement fait aussi creux. Voilà. Attendez, vous n'avez pas encore vu les autres candidats. Un exemple. Oui. Pour l'instant, en tout cas, non, mais c'est là aussi. Hein, j'ai essayé de mettre un peu d'optimisme dans. Non, mais c'est le vide sidéral. Il y a le problème de la Corse, il y a aussi le problème de la droite. Valérie Pécresse, candidate de la droite, et bien ici, l'avant-veille, Laurent Marcangeli, quand même, leader de la droite territoriale, annonce qu'il se prononce pour Emmanuel Macron. La droite est profondément divisée. Ce qui n'est pas proprement parlé une surprise. C'est pas une surprise. Oui. C'est le timing qui est un peu qu'on peut relever. L'avenir de la droite, pas seulement ici, de façon générale. C'est un avenir éclaté. Comme celui de la gauche, quoi, un peu. Enfin, sauf que la gauche, non seulement éclatée, ne représente plus rien. La droite va sans doute éclater, mais elle représente encore quelque chose. C'est quand même une sacrée différence. Effectivement, selon le résultat de la présidentielle, si Emmanuel Macron l'emporte, c'en est fini de LR. Hein. La majorité ira une partie ira du côté de Macron, ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Les autres rejoindront Éric Zemmour. Enfin, bien sûr. Voilà. Et puis après, il y a la droite et l'extrême droite. L'extrême droite aussi, il y a aussi des divisions à ce niveau-là, il ne faut pas les cacher. La force est montante. Là, la force est montante, mais il y a des divisions aussi à ce niveau-là. Éric Ciotti est arrivé en tête au premier tour. Politiquement parlant, il n'y a aucune différence entre la base d'Éric Zemmour et la base d'Éric Ciotti. Aucune différence. Mais même il y a juste ce plafond de verre que Éric Ciotti n'a pas voulu faire voler en éclats.
pour ne pas sauter le pas. Mais... Sauf que pendant la campagne de la primaire de la droite, il a dit qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, lui choisissait Éric Zemmour. Mais les choses, clairement. C'est pour ça que les choses sont... C'est pour ça non, que... moi, si vous voulez, ce que je trouve dramatique, c'est que, moi qui ai toujours été de gauche et qui viens d'une famille de gauche, du côté de mon père comme de ma mère, c'est qu'on assiste à un naufrage qui, d'ailleurs, la France a bien résisté, parce qu'en Italie, ça fait longtemps que le naufrage est là. Alors que je rappelle quand même que l'Italie et la France avaient les partis communistes les plus puissants d'Europe. C'est absolument catastrophique. Et surtout, ce que je trouve terrible, c'est que dans cette campagne électorale, on s'aperçoit qu'en effet, plus personne ne parle des thèmes populaires, qui sont le pouvoir d'achat, qui sont quand même l'existence. Et c'est ce qu'essaye de faire Fabien Roussel, le candidat communiste, qui rallume un peu la flamme. Alors, il faut se poser le problème, pourquoi est-ce que la voix de Fabien Roussel est à peu près inaudible? C'est ça qui est intéressant. On l'entend de plus en plus. Oui, on l'entend de plus en plus. On verra aux élections. Non, mais je pense que de toute façon... Moi, c'est mon dada. Je pense qu'il y a réellement une américanisation. Ça veut dire que là, l'Amérique a vraiment gagné la bataille, comme dirait Gramsci, la bataille des superstructures, des idées. Et que les gens se sont individualisés. Alors, avec l'épidémie, c'est encore pire, puisque là, on s'est vraiment individualisé. Il y a le télétravail et tout ça. Et que donc, une espèce de conscience collective des intérêts globaux de telle ou telle catégorie n'existe plus. Chacun défend son petit truc dans son coin. Et que malheureusement, les candidats contribuent à cette espèce de délitement. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. On aborde le second sujet dont on a parlé abondamment avant et après la trêve de Noël. C'est celui des prisonniers du commando Érignac. La dernière initiative en date au mois de décembre, c'est cette visite des parlementaires aux 3 prisonniers à Poissy et à Arles. Alors, on écoute ce qu'en a dit Bruno Kettel, le député La République En Marche de l'Eure. Je suis là aujourd'hui avec mes collègues pour une question d'humanité. Notre société de droit, elle doit s'appliquer partout. Et elle doit s'appliquer à toutes et tous. Et aujourd'hui, il y a quelque part le sentiment qu'il est quelque sorte de chemin de traverse employé pour que M. Ferrand dit Alessandri ne soit pas bénéficiaire des mêmes droits applicables à tous les détenus de France et de Navarre, quel que soit l'acte qui a pu être commis. Bruno Kettel, je le précise, sera l'invité du prochain numéro de Contraste au mercredi 9 février. Alors, est-ce que le dossier avancerait, Gilles Ormeau? Bruno Kettel dit qu'il y a quelques frémissements. Jean-Félix Accoyer, mais lui est toujours très optimiste, dit que les choses avancent également. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu, on en a beaucoup parlé, les choses devaient avancer avant les présidentielles. Finalement, on se rend bien compte que rien ne sera fait avant les présidentielles. Enfin, en tout cas, ce serait vraiment une surprise. Peut-être même avant les législatives. Peut-être même avant les législatives. Ce serait vraiment une surprise avant une telle échéance électorale. En tout cas, la question de cette question-là a beaucoup progressé dans l'opinion publique, y compris nationale. Enfin, après nationale, en tout cas, l'opinion politique. L'opinion publique ou la représentation politique? La représentation, c'est pas la même chose, exactement. La représentation politique, en tout cas, on a l'impression qu'elle est aujourd'hui plus au fait et plus sensible à cette question-là. La représentation nationale, je suis d'accord avec vous, c'est encore autre chose. Donc forcément, ça ne peut aller que dans le sens d'une résolution et d'un rapprochement. Il serait temps, il serait temps à un moment donné que les choses soient... Il y a quand même quelques blocages, parce que si la représentation politique, c'est vrai, vous avez raison, Gilles Ormeau, avance dans le sens d'un rapprochement, la technostructure de l'État, celle qui aujourd'hui gouverne autour en particulier la préfectorale, celle qui gouverne autour de Macron, là, il y a une opposition frontale. Tout à fait. Il y a un blocage apparemment à ce niveau, et c'est à ce niveau que ça se passe. Mais je pense quand même que la situation va se débloquer, en tout cas pour Alain Ferrand et Pierre Alessandre, assez rapidement. Je crois que le cas Colonne est encore différent. D'ailleurs, Bruno Kettel ne l'a pas cité. Mais il va aller le voir très bientôt. Il va aller le voir. Je pense que le cas est différent. La portée symbolique d'un rapprochement ou d'une libération conditionnelle d'Yvan Colonne, elle serait tout autre que celle d'Alessandre et Ferrand. Mais je pense... Vous l'avez dit, en même temps, les questions, c'est de savoir, avant la présidentielle, ça paraît compliqué. Bon, je pense même avant la nomination d'un nouveau gouvernement. Voilà, mais je pense que c'est une question de mois, parce qu'il y a un consensus de la représentation nationale, et c'est déjà pas si mal. On n'en était pas là il y a quelques temps. Moi, je pense que cet été, dans le côté cachotier des vacances, les deux vont être...
vont être rapprochés. Pour Yvan Colonne, ça va être beaucoup plus compliqué parce que là, ça devient un enjeu pour la préfectorale, ça devient un enjeu pour l'État. Puis en plus, je pense que les nationalistes ont fait des très mauvaises campagnes pendant des années en mettant ça sur le plan d'un affrontement avec l'État, en parlant d'État colonialiste et tout ça, alors que là, ils ont trouvé en effet, les 3 députés, le chemin d'une campagne démocratique qui était de dire il y a une législation, il faut qu'elle s'applique. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne met pas d'enjeu derrière, c'est ce que dit Kettel. Et maintenant, pour Colonne, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ils vont le garder au maximum. Enfin, quand on voit un truc qui n'a rien à voir, mais Réco, qui a 80... c'est peut-être pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais Réco aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est que... non, je suis d'accord que c'est pas la même chose, mais ça veut dire que quand l'État veut avoir un masque de fer, il y arrive. Moi je l'aurais plutôt le garder autant qu'Alessandre Ferrand, sachant qu'il est arrivé en prison 4 ans après. Ah oui. Après Réco, rien ne dit qu'il n'est plus un danger pour la société. Non, mais sauf que il faut bien comprendre que en effet, la technostructure, il y a un truc de vengeance, mais en plus, il considère que, de par sa symbolique, Yvan Colonne est un danger pour la société. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Rivista Waikon, Pierre Graziabia, tutte e tre di vostra presenza e soprattutto di vostri commenti a studi ci ritroviamo a settimana che viene. Buonasera a tutti.